Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pluriel pour 1 heure de Café Coaching. Alors aujourd'hui je suis avec Maryse Mingus, elle est coach santé et elle vient nous parler d'un mal bien connu et pourtant encore bien trop répandu, c'est la dépression. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h et Maryse va nous parler de la dépression. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Bonjour Maryse. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de dépression. C'est un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet bien connu et encore mal connu. Et encore mal connu, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et pas toujours apprécié à sa juste valeur. Alors, moi, je suis coach santé, effectivement, au sein d'une association qui s'appelle Terravie. Je suis docteur en pharmacie, spécialisée en nutrition, micronutrition. Mes différentes expériences de vie et professionnelles m'ont amené à une vision plus globale de la santé, dite holistique. J'ai donc acquis quelques outils supplémentaires, tant au niveau de la psychologie de l'humain que de moyens concrets pour l'aider, comme de l'auto-hypnose par exemple, pour de la relaxation, du massage holistique au niveau du ventre, toujours pour différents mots. Et puis je pousse mes recherches sur tout ce qui concerne la santé et je m'axe surtout sur la prévention. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi, justement, moi j'ai vu sur Lyon un groupe, comment on peut appeler ça, un groupe de parole par rapport à la dépression ? Oui, c'est un groupe de soutien, effectivement, qui s'appelle Lyon Dépression, toujours dans le cadre de cette association Terravie. Donc on se réunit 1 à 2 fois par mois, c'est encore un jeune groupe. Et effectivement, toutes les personnes viennent librement pour parler, écouter, partager des expériences et puis je glisse par moments quelques petits conseils alimentaires par exemple. Et oui, parce que c'est vrai que vous êtes spécialisée aussi dans la nutrition. La D'ailleurs, nutrition, j'aimerais bien... c'est la base de la santé, vous savez bien. Et oui, et j'aimerais bien que vous reveniez. Bon, là aujourd'hui on parle de dépression, mais j'aimerais bien qu'on fasse une émission ensemble là-dessus justement sur la nutrition. Bien volontiers. Parce que ça touche tellement de mots que finalement, voilà, c'est un beau sujet. Mais aujourd'hui, on parle de dépression. On parle de dépression, voilà. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on fait l'amalgame souvent, déjà, si vous pouviez, pour commencer, nous donner une définition de la dépression, parce qu'on met un peu tout derrière la dépression. Moi, j'ai remarqué, quelqu'un qui est anxieux, il y a la déprime, il y a l'anxiété, il y a la dépression. Qu'est-ce que c'est vraiment la dépression ? C'est vrai qu'on y met beaucoup de choses. Beaucoup de dépressifs sont mal soignés parce qu'effectivement, ils sont pas identifiés ou au contraire, on soigne trop facilement une déprime passagère ou tout simplement un choc de la vie qu'il faut digérer. Ça n'est pas pour ça qu'on est forcément en dépression. La dépression, c'est vraiment une maladie qui affecte le fonctionnement d'une partie du cerveau. Les zones concernées sont celles qui gèrent l'humeur, les émotions et l'affectivité, c'est-à-dire le système limbique. Mais il y a aussi des zones qui sont associées à ces précédentes zones, qui gèrent par exemple la mémoire, les apprentissages, la compréhension, et elles sont aussi altérées de ce fait lors d'une dépression. C'est donc un trouble de l'humeur avec troubles associés de la mémoire et de la cognition. D'accord, mais c'est pas forcément long. Parce que ma question, elle est liée au fait que des fois, on dit il fait une dépression parce que ça fait longtemps qu'il va pas bien. Tout à fait, oui.
Est-ce que c'est-à-dire on a des facultés de réparation pour quel que soit le problème qu'on rencontre. Le corps est fait pour s'adapter. Alors effectivement, parfois les capacités d'adaptation sont dépassées et à ce moment-là, le corps part dans un dysfonctionnement qui peut durer, s'installer et qui ne va pas se réparer tout seul. D'accord. Mais effectivement, il y a différents stades de dépression. Il y a 3 stades principaux d'un point de vue médical, mais il y en a d'autres parce qu'effectivement, il y a la simple déprime qui est une baisse de l'humeur, mais qui est temporaire, liée à un événement ou à un ennui, mais qui ne va pas forcément s'installer. Il suffit de se distraire, de partir en vacances et ça va mieux. Par contre, au niveau de la dépression vraiment qui s'installe, alors là, on a le fameux épisode dépressif majeur. C'est-à-dire qu'on a des symptômes dont on verra la liste tout à l'heure, qui sont présents avec une régularité et depuis au moins 15 jours consécutifs. Donc là, effectivement, d'accord, c'est 15 jours. On peut parler il faut qu'il y ait pendant au moins 15 jours, quotidiennement, des symptômes qui se soient installés. Mais c'est pas si long que ça, en fait. Moi, je pensais que, en fait, j'ai l'impression que dans le langage commun, on va dire, oula, ça fait 2 mois qu'il va pas bien, il fait une dépression, mais finalement 15 jours suffisent pour dire que ça peut être une dépression. On peut quand même s'effondrer, puisque c'est quand même un effondrement quelque part des sécrétions de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Ça peut aller très très vite si le choc est violent, si la personne était déjà affaiblie ou à un terrain favorable, ça peut aller très vite. Donc voilà, s'il y a au moins 15 jours, on peut commencer, avec un certain nombre de symptômes, on peut commencer de poser le diagnostic, enfin le médecin pourra poser le diagnostic de dépression majeure. Alors l'intensité sera variable, ça peut être encore assez léger, mais ça peut être assez profond rapidement aussi. Tout dépend du choc en fait et des capacités de résistance de la personne. Ensuite, il y a un autre syndrome dépressif qui est ce qu'on appelle le trouble dysthymique. C'est une forme atténuée de dépression. Donc là, il y a sûrement beaucoup de personnes qui vivent avec une qualité de vie altérée, qui présentent ce trouble. Elle a pu s'installer progressivement, naviguer à bas bruit. Et c'est quoi alors concrètement ce sont on peut retrouver certains symptômes, alors pas évidemment les plus graves, mais on peut retrouver certains symptômes de la dépression. Simplement, ils sont plus légers, ils sont atténués. La personne ne vit pas avec toutes ses capacités, mais elle arrive à vivre quand même. Donc ça peut passer inaperçu. D'accord. Voilà, donc ça peut être aussi une forme de, je veux dire, une fois qu'on a fait une dépression, on a un certain nombre de chances entre guillemets d'en refaire une plus tard. Ça revient plus facilement que chez quelqu'un qui n'en a jamais fait. Sillon est fait. On est plus exposé. On est un petit peu plus fragilisé, surtout si elle a été maltraitée. Donc ça peut aussi être une forme de chronicisation que ce trouble dysthymique. Et oui, parce que c'est ce qu'on voit souvent, justement, au niveau de la dépression, que c'est quelque chose, enfin, certaines personnes disent, mais moi j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Oui, tout à fait. Oui. Ben, c'est assez compliqué, c'est très complexe, c'est multifactoriel et c'est quelque chose qui est encore... c'est pourtant bien étudié, je lis beaucoup de choses, mais sur le terrain, il n'y a pas énormément de techniques. Finalement, on reste assez sur un traitement médicamenteux qui peut fonctionner, mais qui est insuffisant et qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc, effectivement, il y a d'autres choses à faire. D'accord. Et donc, la dernière forme de syndrome dépressif, c'est la dépression rattachée à un trouble bipolaire. La bipolarité, c'est une alternance c'est une maladie chronique, il y a une extrême variabilité de l'humeur, et donc là, la personne alterne entre des épisodes dépressifs assez profonds et des épisodes maniaques. Voilà. D'accord. Donc là, c'est les 3 types de dépression qu'on décrit médicalement parlant, et en plus, effectivement, comme on l'a dit, il y a la déprime qui n'est pas proprement une dépression, c'est juste un signal d'alerte. D'accord. Dont il faut tenir compte, par contre. D'accord. Voilà. Mais dont on peut se sortir très facilement avec quelques règles d'hygiène de vie et un peu de soutien amical. Voilà. D'accord. Alors justement, en parlant de signes, de premiers signes liés
à la dépression. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y a justement, vous disiez, là, il y a oui. Ça peut être la déprime, mais en fait, vous me disiez finalement qu'il n'y a pas de premier signe, ça dépend de... Les signes qui peuvent arriver, ce sont effectivement des troubles de l'humeur. La personne n'est plus tout à fait comme elle était auparavant. Elle va être irritable, triste, pleurer facilement et parfois sans comprendre pourquoi, sans qu'il y ait vraiment de motif. Ce qui est net aussi en général, c'est une perte d'intérêt pour des activités qui lui plaisaient auparavant. L'estime de soi chute assez rapidement aussi. Un sentiment de culpabilité peut s'installer. Ça, c'est assez typique de la dépression. Des troubles du sommeil. Alors, soit une hypersomnie, surtout en début. Oui. Après, on a plutôt des troubles, soit de l'endormissement et plus souvent des réveils matinaux. Voilà, avec une difficulté à se rendormir. Donc, il y a forcément un manque de sommeil qui aggrave encore les choses. Des troubles de l'appétit. Donc, là aussi, on peut avoir soit une hyperphagie, beaucoup faim, envie vraiment de compenser par la nourriture. C'est souvent plutôt au début aussi. Ça, c'est des signes de début. En général, ça coupe plutôt l'appétit. Quand on est vraiment dépressif, on n'a plus beaucoup d'envie, en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a un peu une perte d'envie, de sens. Il y a une baisse de la libido dans le sens instinct de vie, en général. Donc, ça concerne évidemment la libido, le sexuel, mais ça concerne la libido, c'est un terme beaucoup plus vague. Ça concerne vraiment l'envie de vivre, tout simplement. Donc, dans l'envie de vivre, il y a manger, il y a voir les autres, il y a s'amuser. L'intérêt pour l'extérieur, quoi. Voilà, tout ça chute. Et il y a une fatigue physique et mentale. Et puis, progressivement, on a aussi un ralentissement psychomoteur, voire idéomoteur, c'est-à-dire non seulement la motricité, mais aussi les idées. Les gens n'arrivent plus à aligner des idées, ont du mal à parler, à mémoriser et à faire appel à leurs connaissances. Il y a vraiment des difficultés de concentration. Voilà, donc tout ça, ce sont les signes qu'on voit dans la dépression. Et il faut au moins 5 de ces symptômes pour dire, donc depuis plus de 15 jours, pour dire que la personne... Voilà, si vous êtes juste triste... Oui, ça peut arriver. Vous êtes triste, voilà. C'est une émotion, voilà. Par contre, effectivement, si s'ajoute progressivement, donc, à partir de 5 de ces symptômes, on parle d'un syndrome dépressif. Et plus il y en a, plus effectivement elle est sévère. Et à partir de 8, on dit vraiment que c'est une dépression sévère. Donc là, il faut vraiment, là, on ne peut pas passer au travers du traitement médicamenteux, qui n'est qu'une béquille, il faut bien l'entendre, mais qui est indispensable quand la personne arrive à un certain niveau où elle est totalement incapable de se prendre en charge. Et oui, parce que justement, vous parliez de chimie du cerveau. Enfin, moi, j'avais pas compris quand on a préparé l'émission, j'avais pas compris que c'était quelque chose qui se passait au niveau du cerveau, en gros. Tout à fait. On dit toujours c'est dans la tête. C'est vrai. Ben oui, c'est dans la tête. Mais quand on dit ça, c'est péjoratif, c'est dire tu te fais des idées. Non, la dépression, c'est pas quelqu'un qui se fait des idées. La personne n'arrive plus à se bouger. Donc lui dire t'aurais besoin de coups de pied aux fesses, ça ne l'aide pas. Au contraire, ça l'enfonce puisqu'elle est déjà ensevelie sous son sentiment de culpabilité. C'est vraiment le cerveau qui dysfonctionne. Dans le cerveau, on a tout un tas de neuromédiateurs. Ce sont des substances chimiques qui transmettent l'information au niveau des synapses. Voilà. Donc, c'est grâce à ces neuromédiateurs que tout ça fonctionne et quand il y a un équilibre, eh bien, ça fonctionne bien, on se sent bien, performant. Mais quand il y a un déséquilibre entre ces neurotransmetteurs, eh bien, on a ou un manque ou un excès et ça donne donc des troubles du comportement, dont la dépression. Ou autre, je veux dire, ça peut être, la paranoïa, c'est autre chose. Enfin, voilà, mais chacun s'explique, tous les troubles mentaux s'expliquent quand même par des perturbations au niveau du cerveau. Et on apprend de plus en plus à les reconnaître et à les identifier. Des perturbations chimiques, finalement. Voilà, donc pour la dépression, c'est assez net. Alors, il y a sans doute d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, mais enfin, pour l'instant, donc, je vais vous parler des principaux. Il y a la sérotonine, évidemment, dont tout le monde a entendu parler. Elle agit sur le sommeil, sur le comportement alimentaire et sexuel, sur bien d'autres choses, mais enfin principalement ce sont les signes là qui vont permettre de voir qu'il en manque. Donc la production baisse quand il y a une dépression. Ça entraîne donc un changement de comportement. La personne devient agressive, irritable, angoissée et rapidement on arrive à la dépression. Un autre neuromédiateur qui est très important, qui a été un peu laissé de côté au début, on a surtout axé sur la sérotonine et c'est insuffisant, c'est la dopamine. Oui. La dopamine
dopamine contrôle les mouvements du corps, la motivation, l'envie. C'est ce qui fait qu'on peut se sentir un peu mou. Oui, la difficulté à démarrer le matin, sauf si on est tétanisé par l'angoisse, mais si c'est pas un problème d'angoisse, effectivement, c'est un manque de dopamine. D'accord. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a des moyens aussi pour doper cette dopamine. Alors quand elle est à l'excès, ça coupe la faim. Ça supprime la sensation de fatigue, donc certaines drogues font ce genre de choses, mais c'est très malsain, je le signale, n'essayez pas. Si sa production baisse, donc là encore c'est une perte de motivation, de la maladresse, c'est un problème qui se produit dans la maladie de Parkinson par exemple, c'est un problème avec la dopamine. De maladroit, on devient carrément avec une rigidité musculaire, donc c'est une autre maladie, mais enfin la source vient de là aussi. Simplement on est maladroit quand on est, c'est par manque de dopamine, on perd la précision des gestes et surtout la motivation, l'envie, le circuit du plaisir. D'accord. Voilà pour ces deux hormones principales. Ensuite, il y en a d'autres dont on parle moins. Il y a le GABA qui a un effet freinateur, donc il donne un effet relaxant. Donc c'est pareil. Si le taux si le taux baisse, l'anxiété monte. Il y a l'adrénaline, la noradrénaline, ça tout le monde en a entendu parler. L'adrénaline prépare à l'action, elle met le corps en alerte. Elle a un effet stimulant, donc si on en manque, on est un petit peu mou. Par contre, si elle est en excès, ce qui est plus souvent le cas, on est très nerveux, on est angoissé et ça peut aller jusqu'à la paranoïa. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. En fait, c'est tout chimique tout ça. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses. La base. Et c'est lié à plein d'autres. Après, il y a plein d'autres hormones qui sont liées. Par exemple, il y a d'autres axes hormonaux qui dépendent de ceux-ci. Par exemple, l'hormone de croissance. Donc, chez un enfant, parce que malheureusement, la dépression n'épargne pas les enfants. Chez un enfant, ça freine l'hormone de croissance. Enfin, ça la freine chez tout le monde, mais c'est un peu moins grave chez un adulte. Alors que chez un enfant qui est en pleine croissance, ça peut arrêter carrément sa croissance. Voilà. Ça joue sur les hormones sexuelles, ça joue sur la mélatonine qui joue sur le rythme veille-sommeil. Voilà, donc il y a une interrelation. Dès qu'on touche aux hormones ou aux neuromédiateurs, il y a une interrelation et ça touche beaucoup de choses, plus ou moins, mais voilà. D'accord. Ok, on va ensuite parler des causes et des facteurs, mais d'abord on va faire une petite pause, on va laisser les gens digérer toutes ces informations, parce que c'est vrai que finalement on en apprend des choses, et nous on va écouter. Et voilà, on est dans Café Coaching jusqu'à 14h avec Maryse Mingus, et on parle de la dépression. Elle nous a déjà donné beaucoup d'informations bien intéressantes, notamment justement que la dépression, c'est pas que psychologique, et qu'il y a une chimie qui se passe dans le cerveau qui fait que, voilà, il y a des conséquences et un état dépressif, qui arrive. Et maintenant, on va parler justement des causes et des facteurs qui favorisent cette dépression, cet état dépressif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... est-ce qu'il y a des causes, en fait, et des facteurs qui vont plus déclencher la dépression? Bon, c'est toujours multifactoriel, mais effectivement, il y a des causes évidentes, des situations, des événements de la vie, un décès, une séparation, une perte d'emploi. Il y a aussi des traumatismes affectifs ou sexuels, surtout quand ils sont survenus dans l'enfance, avec aussi une susceptibilité individuelle. Il y a un terrain, on n'a pas tous le même terrain, on n'a pas tous les mêmes chances au départ, donc cette susceptibilité est plus ou moins importante. Cette vulnérabilité est d'ailleurs en partie génétique, on a constaté des variations par rapport à certains gènes codant pour ces fameux neurotransmetteurs dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça dépend aussi de l'environnement, parce que les gènes vont s'exprimer ou pas en fonction de l'environnement. Parce que c'est vrai que des fois on dit qu'il y a des familles de dépressifs. Oui, alors il y a deux raisons. Il peut y avoir donc un problème sur les gènes, donc un problème vraiment constitutionnel, inné, mais il peut aussi y avoir de l'acquis, à savoir qu'un enfant qui vit à côté d'un parent dépressif n'a pas l'affectif et la sécurité nécessaires. Donc il a une construction qui est forcément plus fragile. Donc il y a non seulement l'effet miroir qui peut exister, mais il y a surtout aussi tous ces manques qui vont le fragiliser, qui feront que par la suite il a malheureusement un peu plus de probabilité qu'un autre de développer. Et dans le cas où c'est génétique, ça peut se soigner comment dire, on peut alors soigner... on est au début de tout ce qui est épigénétique, etc. Donc et la dépression, les
chercheurs sont restés, ou du moins le corps médical, parce que les chercheurs avancent, le corps médical est plus statique, je dirais. Pardon, messieurs, mesdames, mais bon, c'est vrai que on découvre beaucoup de choses, c'est pas encore tellement appliqué. Donc, on a découvert effectivement que certains gènes pouvaient coder pour l'expression ou la non-expression, la mauvaise expression donc ils étaient pas tout à fait les bons gènes, mais bon, voilà, on n'a pas encore travaillé forcément, ou c'est pas passé dans le public, hein, donc mais sûrement qu'il y aura moyen de traiter la dépression plus tard de manière, là elle est traitée de manière, comment dire, très large, on tape large sans savoir exactement si la personne manque surtout de sérotonine ou plutôt de dopamine. C'est quelque chose dont on ne se préoccupait pas trop. On donnait à peu près le même antidépresseur et on tâtonnait. Je pense qu'on va aller, avec les connaissances qu'on a maintenant, vers des soins beaucoup moins tâtonnants. Plus personnalisés. Voilà, donc ils seront plus efficaces, avec des effets secondaires sans doute moindres aussi, puisque dès qu'on soigne de manière plus pointue, tout se passe mieux. Donc cette origine génétique est particulièrement nette dans les dépressions mélancoliques et les troubles bipolaires, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est vraiment avéré. Pour les dépressions qui sont les plus fréquentes, c'est pas forcément avéré. Mais il y a effectivement tout un tas de facteurs environnementaux qui sont favorisants. Hein. Une mauvaise hygiène de vie. Alors déjà, on vient de voir l'enfance, hein, évidemment. Si on vit dans un milieu avec des pensées très négatives ou avec des parents dépressifs, bon, effectivement, c'est un facteur favorisant. Mais dans sa propre vie, hein, on a quand même une grande latéralité à ce niveau-là. Une mauvaise hygiène de vie qu'on s'impose ou qui nous est imposée, mais on peut toujours quand même corriger les choses. Par exemple, un rythme de sommeil anarchique avec une quantité de sommeil insuffisant va conduire progressivement à un épuisement nerveux par manque de récupération et à un moment ou un autre à la dépression. Un état dépressif. Le surmenage, donc physique cette fois-ci, trop de travail ou trop de choses à gérer, le manque de nutriments par malnutrition ou qu'elle soit qualitative ou quantitative, par malabsorption aussi de ces nutriments quand il y a une atteinte de la paroi intestinale, là aussi on peut avoir des problèmes. Ou alors une accélération chronique du transit. Là aussi, ça arrive à un manque de nutriments. Le cerveau a besoin quand même donc parfois de beaucoup d'énergie, de beaucoup de nutriments. C'est vraiment physique finalement, quoi. Oui, c'est rarement que physique. Mais tous ces facteurs, disons que ça va survenir à un moment où un corps un peu fatigué, un cerveau mal nourri, une situation un petit peu difficile à gérer, et la personne ne pourra pas la gérer, alors que si elle était en bon état physique, elle la gérerait. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, souvent, que c'est quand même vraiment un équilibre entre le fait d'être quand même bien dans sa vie et puis dans son corps, quoi. Oui, l'hygiène vitale est vraiment primordiale. On sait plein de choses, on les applique pas toujours, mais oui, c'est très très important pour justement, parce que la vie n'est pas que rose, donc il faut un peu de résistance, et pour les mobiliser, ces forces, il faut quand même entretenir notre véhicule. Donc les aliments, il y en a de très bons, il y en a de très nocifs, enfin très nocifs, bien sûr. Je vais parler surtout d'aliments qui sont nocifs quand on les ingère en excès. Par exemple, la viande, surtout la viande rouge, elle produit une acidification de l'organisme, c'est un stress interne. Voilà. D'accord, de manger trop de viande rouge, ça crée un stress. Oui, parce que ça acidifie l'organisme et c'est un stress. D'accord. Les graisses saturées sont également provoquent Alors, qu'est-ce que stress. vous appelez les graisses saturées, par exemple? Tout ce qu'on appelle les mauvaises graisses, c'est-à-dire la viande animale contient des graisses saturées, les laitages contiennent des graisses saturées, le beurre contient des graisses saturées. Le fromage, les trucs comme ça. Voilà, tous les produits laitiers, et les viandes animales. Voilà. D'accord. Le sucre blanc. Oui, alors c'est un poison pour l'organisme. Et voilà, je ne cesse de le répéter, que ce soit le sucre, les bonbons, J'arrête etc. pas de voir des articles, de lire des articles là-dessus en ce moment. Ça ne sert à rien, si ce n'est le plaisir. Alors, le plaisir n'est pas interdit. On peut manger quelque chose de sucré, un bon gâteau, un petit bonbon de temps en temps. C'est la régularité qui est mauvaise. C'est le fait d'en manger tous les jours. Il y a des personnes qui sucent des bonbons toute la journée. C'est pareil, ça acidifie l'organisme. Ça peut provoquer du diabète, sans parler des dégâts sur les dents. Mais rien que sur la santé, oui, ça provoque beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est un facteur qui va aggraver un état dépressif. Je ne veux pas vous dire que manger du sucre va en provoquer une dépression, mais ça, voilà. Et puis l'alcool, évidemment, qui a un effet délétère sur le système nerveux.
Mais bon, il n'y a pas que l'alimentation dans l'hygiène de vie. Il y a effectivement ce qu'on ingère. Il y a aussi le manque d'exercice physique. Je ne parle pas forcément de sport, même si le sport est quand même bien pour la santé, mais bouger tout simplement, monter des escaliers, faire son ménage, faire plein de choses avec son corps. Et surtout dans la nature, il faut au moins se faire une journée, un moment dans la nature. Le verre est très apaisant, en plus de l'oxygène, bien sûr, qui est nécessaire. Un manque d'oxygène, et c'est pareil, nos cellules nerveuses sont en état de stress. C'est vraiment un équilibre de tout, finalement. Tout à fait. Et puis après, il y a la vie sociale. C'est là aussi un équilibre. Le manque de contact humain favorise la dépression. De liens et d'investissement social. Les personnes qui sont seules sont plus facilement en dépression et surtout en guérissent beaucoup moins facilement. Et oui, parce que du coup, quand il y a une dépression, il y a une perte d'estime, une perte de confiance. On va moins vers l'autre. Et du coup, après, c'est le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux, oui, tout à fait. Ensuite, il y a des activités que les personnes ne s'autorisent pas non plus. De la relaxation, des moments de plaisir, de distraction, rire, c'est très important de rire, c'est très bon pour le cerveau. Et puis le manque de réalisation de soi, tout le monde n'a pas la possibilité ou ne se donne pas, parce qu'on peut toujours se donner les moyens de se réaliser. Si c'est pas dans sa vie professionnelle, c'est à côté. Mais c'est important, justement, pour l'estime de soi. C'est valorisant d'avoir un objectif, un but. Et ça, c'est vraiment important presque en prévention, parce qu'une fois qu'on y est, on arrive plus... Une fois qu'on y est, on peut essayer de formuler un objectif pour après, quand on récupérera quelques forces. Mais c'est vrai que tout ça, c'est plutôt de la prévention. Et puis, les pensées négatives, ça aussi, c'est très mauvais pour le cerveau. Ça produit des acides aussi. Et puis, les pensées négatives, qu'elles soient sur soi, c'est des messages qu'on a perçus dans l'enfance ou qu'on s'est fabriqués parce qu'on a cru percevoir ou sur les autres. Sur la vie, sur l'avenir, voilà. Donc là, il y a un travail à faire aussi quand on a une tendance. Alors, dans la dépression, c'est normal. Oui. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ça vient de cette fameuse chimie du cerveau qui est un peu détraquée. Mais il y a des personnes qui ont effectivement une tendance nette à être plutôt négative. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur soi pour voir la vie un petit peu plus, sur l'autre. Le verre à moitié plein. Voilà. Comme on dit. Voilà. Et oui, parce que après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être peut-être plus, même le fait, par exemple, d'être très critique en général déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, ça entraîne, d'être dans un état vraiment tout le temps un peu négatif, de voir la société de façon négative, de voir le monde. Ceci dit, pour revenir à la chimie, ça peut être un manque de dopamine, parce que l'esprit très critique, les personnes qui c'est un manque de dopamine. Quand on a suffisamment de dopamine, ça annihile un petit peu l'esprit critique. C'est ce qui permet de s'ouvrir plus aussi à l'affectif, etc. C'est intéressant. Tout est très, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est déculpabilisant, parce que même les personnalités un petit peu difficiles, il y a une origine chimique. Alors bon, qu'est-ce qui a engendré cette personnalité? C'est souvent quand même une éducation, un milieu dans l'enfance, ou une succession d'épreuves dans la vie qui effectivement peuvent avoir fait perdre la joie de vivre, mais il y a quand même une chimie derrière. Donc on peut, à partir du moment où il y a de la chimie, le côté espoir, c'est qu'on peut essayer de la remodifier. Réguler, disons qu'il y a pas, c'est pas que psychologique, et c'est ça qui est finalement... Tout est imbriqué. En fait, c'est vraiment je pense que c'est un équilibre entre les deux. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à tenir tout le temps, toujours plus le discours, vu que c'est ma formation à moi, à traiter le côté psychologique, le côté... Mais par nos pensées, on peut quand même rectifier progressivement la chimie. D'accord. Par exemple, moi, j'utilise un outil qui s'appelle le training autogène de Schultz. C'est une méthode d'auto-hypnose. On s'envoie des phrases, donc c'est vraiment le cerveau pensant qui le fait. Mais progressivement, on arrive à modifier le corps par un effet feedback, remodifie les fonctions, et on arrive à repartir sur le bon chemin. D'accord, c'est un peu le principe des mantras, en fait. Aussi, oui. Si on dit autrement, quoi. Oui. D'accord. Là, c'est de la répétition, c'est plus un peu pour se mettre... Oui, c'est se mettre vraiment en hypnose, c'est-à-dire calmer le mental. Dans l'auto-hypnose de Schultz,
on calme le système nerveux autonome, ça se situe à un autre niveau, mais on peut rectifier quand même, parce que justement, on envoie des phrases, on peut quand même rectifier son fonctionnement par cet effet feedback, parce qu'on se suggère, par exemple, qu'on est calme. D'accord. Alors qu'on n'y est pas, évidemment. Ou que notre cœur bat très calmement, alors qu'il bat la chamade, voilà. Donc on envoie des messages qui sont très concrets sur la sensation physique. D'accord. Et par un effet feedback, qui est très compliqué à expliquer, mais qui peut s'expliquer, ça remonte au cerveau central qui rééquilibre les choses. Et si on le fait régulièrement, c'est comme un entraînement sportif. Voilà. Mais en fait, vous me disiez, je crois, quand on préparait l'émission, on dupe le cerveau. C'est ça? On dope le cerveau. On dope ou on dupe? On peut le duper aussi. Duper dans le sens... Oui. C'est un peu ça. Voilà, il y a tout simplement une attitude qui consiste à... déjà, quand on s'obliger à sortir, c'est un peu difficile au début, mais c'est très porteur pour guérir. S'obliger à aller vers l'autre, et la moindre des politesses, c'est de montrer, de faire semblant. Alors, faut pas faire semblant tout le temps, parce qu'il faut avoir des espaces où on puisse se libérer. Mais faire semblant, c'est se redresser, relever les yeux, parce que le dépressif a les yeux en bas tout le temps, relever les yeux, ça envoie des messages au cerveau. Et effectivement, si vous vous tenez droit, si vous vous présentez comme quelqu'un qui va très bien, vous dupez la personne qui est en face de vous. Pardon. Mais vous dupez à force votre cerveau aussi. Il y a tout un phénomène chimique qui se met en place. C'est comme le rire. Les clubs de rire fonctionnent là-dessus. Au départ, les gens font semblant de rire. Ils forcent le trait. Ils ne rient absolument pas. Mais ils font toutes les actions physiques. Et en fait, le cerveau est dupé. Il y a quand même des endorphines qui sont sécrétées. Et progressivement, vous riez de plus en plus facilement. Et le rire, parce que le chemin est tracé. Ah, oui, non, il y a beaucoup de choses à faire. C'est intéressant tout ça, on sait pas tout sur le cerveau. Non, c'est un vaste sujet. On est loin de tout ça. Café Coaching avec Elodie. Et voilà, on est dans Café Coaching jusqu'à 14h. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça passe très vite à chaque fois. Puis là, donc, on parle de la dépression. Je suis avec Maryse Mingus qui nous explique un peu tout ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, surtout sur la dépression, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, d'a priori, d'idées fausses. Et maintenant, on va parler justement des traitements contre, on dit, donc c'est les traitements, oui, pour traiter la dépression. Est-ce qu'il faut forcément passer par le traitement médicamenteux? C'est vraiment laissé à l'appréciation du médecin, mais ça dépend quand même de l'intensité, de la gravité de la dépression. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a quelques signes, dès qu'il y a 5 signes, on parle de dépression, mais à ce stade-là, pour la plupart des personnes, si elles sont bien entourées, il y a moyen de rectifier les choses éventuellement en faisant d'autres techniques. Quand on est au-delà de 8, par exemple, là, on peut pas faire l'impasse sur le médicament parce que la personne est en danger, elle peut avoir des risques suicidaires importants, et puis surtout, elle a plus du tout de jus, donc elle ne fera rien pour elle. Donc, il y a un moment. Par contre, ces traitements sont souvent donnés sans la surveillance qu'il faudrait, parce que on va en parler tout à l'heure. Oui, les antidépresseurs peuvent être efficaces, pas sur tout le monde malheureusement, mais ils peuvent être efficaces. Mais il y a quand même des effets secondaires, il y a des risques, donc il faut vraiment les utiliser à bon escient. Mais oui, c'est un outil dont on ne peut pas se passer pour l'instant, où on ne connaît pas encore. Oui, parce que finalement, il faut relancer une machine, quoi. Il faut relancer la machine. Par contre, c'est une béquille, en aucun cas, ça suffit. Voilà. Oui, donc, il faut absolument qu'il y ait d'autres choses à côté mises en place. Et ça n'est qu'une béquille pour relancer la machine. Une fois que la machine est relancée, que la personne retrouve un peu le goût de vivre et l'énergie pour le faire, là, il faut l'exhorter, l'aider à faire tout un tas de choses pour modifier ce qui n'allait pas dans sa vie avant, ou tout simplement récupérer les forces qu'elle a perdues. Voilà. Oui, et du coup, c'est... alors, je sais pas si... peut-être vous voulez d'abord parler des traitements. Oui, on va en parler rapidement, parce que, moi, évidemment, je suis pharmacien à la base, mais ça n'est plus mon... je ne nie pas. Il y a des cas où, effectivement, c'est indispensable. Alors, je vais juste faire une petite aparté par rapport à l'anxiété et à la dépression. Elles sont liées. Il y a toujours anxiété dans la dépression. Par contre, on peut avoir de l'anxiété sans être déprimé. Sauf si elle dure trop longtemps, ça, effectivement, dans ces cas-là, ça conduit à la dépression. Voilà, c'est un épuisement nerveux qui conduit à la dépression. Mais bon, il y a quand même
tout un tas de stades. Et là aussi, il y a des personnes qui sont juste anxieuses et où il n'y a pas besoin de traiter de la dépression. Dans l'anxiété, le sujet a un sentiment de menace permanente qui l'oblige à rester en hypervigilance et à mobiliser ses défenses en permanence. Tandis que dans la dépression, la problématique est totalement dépassée. Le sujet ne peut plus faire face aux situations difficiles. Donc, dans un cas, la personne se fatigue à lutter et peut donc arriver à la dépression. Dans l'autre cas, elle ne peut plus lutter. Voilà. Donc ça, c'était quand même important. C'est deux choses. Alors, les traitements, l'anxiété, tout le monde connaît les médicaments qui agissent sur les symptômes excessifs de l'anxiété, parce qu'encore une fois, l'anxiété, c'est un état d'alerte normal. On a été programmé pour, en cas de danger, ressentir une petite décharge d'adrénaline qui nous permet de fuir ou de lutter. Le problème, c'est que les dangers de la vie actuelle n'ont plus rien à voir avec les dangers pour lesquels notre cerveau reptilien a été programmé. Donc, parfois, les réactions sont un peu excessives et surtout, elles ne redescendent pas. Oui. Donc, c'est là que cette anxiété devient chronique, puis pathogène, et ça se transforme en angoisse. C'est quoi? Quels sont les traitements pour l'anxiété? Donc, les benzodiazépines, bien connus, je ne citerai pas de nom, les benzodiazépines, certains antihistaminiques ont un effet apaisant aussi, les barbituriques qui sont d'anciens produits qui sont, je pense, plus trop prescrits. Donc ils sont tranquillisants, très efficaces, très rapidement, il faut le reconnaître. Ils ont un effet sédatif plus ou moins, ça dépend. Ça dépend de donc ils font plus ou moins dormir. Finalement. Ça dépend de la personne, mais ça dépend aussi de la molécule. Il y a des molécules qui font systématiquement dormir, d'autres pas. Et puis après il y a des susceptibilités plus ou moins importantes de la personne. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc la législation impose une prescription courte, 12 semaines maximum. Malheureusement, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Alors les effets secondaires, la somnolence, bien sûr, pour une grande partie d'entre eux. Elle nuit à la qualité de vie, bien sûr. Quand on est un peu dans le gaz, on n'est quand même pas aussi bien quand on est performant. C'est très dangereux au volant. Ça peut être dangereux dans certains pour le travail. Ça crée surtout une dépendance et une accoutumance. Donc la personne ne peut plus s'en passer et voire est obligée d'augmenter les doses. Et alors surtout, ça crée des troubles de la mémoire, mais qui ne disparaissent pas avec l'arrêt du traitement, si le traitement est long. Si vous prenez un traitement en cours, aucun souci, bien sûr. Mais les personnes qui ont pris l'habitude d'en prendre tous les jours, effectivement, arrivé à un certain âge, elles auront des troubles de mémoire beaucoup plus importants que d'autres personnes au même âge. Et surtout, c'est un risque accru de faire Alzheimer plus tard. Ah oui, d'accord, il y a un lien... Tout à fait, il y a un lien qui est avéré maintenant. Donc, voilà, donc très efficace, ok, mais alors pour une situation de crise et pas après, il y a bien d'autres choses à faire. Et pas trop long. Après, au niveau de la dépression, effectivement, si c'est une dépression vraie, comme on l'a dit tout à l'heure, ok, il faut. Et puis surtout, si les symptômes sont assez intenses, il vaut mieux passer par un traitement. Et on verra par la suite plein d'autres choses associées. Donc ces traitements, ils agissent sur les neuromédiateurs dont on a parlé tout à l'heure, sérotonine, dopamine, noradrénaline principalement. Ils augmentent la quantité de neurotransmetteurs disponibles. Alors, un tiers des patients réagissent très bien et assez vite. Il faut quand même compter, on dit un minimum de 3 semaines, on va dire 8 semaines pour stabiliser l'état. Un tiers des patient réagit moyennement, plus ou moins, et un tiers ne réagit pas du tout. Ah oui, quand même un tiers, c'est quand même beaucoup. Alors il faut quand même bien voir, comme je vous l'ai dit, c'est que ils sont pas toujours adaptés. Ils ont quand même quelques petites différences. Par exemple, il y en a qui ne stimulent que la recapture de la sérotonine, d'autres qui stimulent sérotonine et noradrénaline, donc également la dopamine. Et en fonction de ce dont manque la personne, l'un ou l'autre est plus adapté. Et enfin, il y a des personnes qui ne sont pas dépressives, qui ont juste un problème de vie, de gestion, et où on leur prescrit un peu trop rapidement. Donc effectivement, ça n'aura pas l'effet souhaité. Et puis il y a quand même aussi des phénomènes de résistance, comme pour tout traitement. D'accord. Alors ça, c'est pour les traitements médicamenteux. Voilà.
Qu'est-ce qu'il existe d'autre que... Parce que finalement, on va dire que ça, c'est pour traiter en surface, pour aider la personne, comme on dit. En surface et en profondeur quand même, parce que ça relance quand même la chimie quand vraiment tout est effondré. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à rien, donc ça va lever quand même l'inhibition. Par contre, effectivement, pour les personnes qui sont en risque suicidaire, il faut qu'elles soient surveillées parce que ça lève l'inhibition avant de lever l'angoisse. Donc, au début, elles sont tellement angoissées, elles voudraient mourir, mais elles n'ont pas la force. Même donc pas le courage. Pas le courage, elles n'ont pas la capacité. C'est même pas une question de courage. Elles n'ont pas la possibilité physique de le faire. Là, on lève l'inhibition, donc tout d'un coup, elles peuvent à nouveau agir, mais elles sont hyper angoissées. Donc là, elles vont passer à l'action. Et progressivement, ensuite, l'angoisse va baisser. C'est pour ça que c'est très important de surveiller quand même les personnes qui sont un petit peu suicidaires ou même d'autres. Il y a eu des cas dans la littérature, surtout juridique, des dernières années. Voilà. Il peut y avoir une anxiété paradoxale un peu aussi. Enfin, surtout au début, il peut y avoir une potentialisation parfois, puis un équilibrage par la suite. C'est assez complexe. C'est important qu'il y ait un suivi en fait, bon suivi, un suivi médical et psychologique. Et c'est pas forcément la même personne qui peut faire les deux choses. Voilà. Et puis en cas d'arrêt de traitement, quand il y a vraiment, par exemple, il y a des épisodes maniaques, il y a des personnes qui perdent vraiment dans du délire, c'est que la molécule n'est pas adaptée du tout. Donc évidemment là, il faut aller retourner voir son médecin immédiatement, arrêter le traitement, mais avec un suivi parce que tout arrêt brutal peut entraîner des symptômes de sevrage qui peuvent être assez désagréables et en fonction de la dose et de la durée précédente. Donc voilà, il vaut mieux le faire vraiment avec un suivi et donc quand le médecin décide en concertation avec le patient que tout va bien et qu'il n'y a plus besoin de prendre de traitement, tout se fait toujours de manière très très progressive. Quand on a un traitement, on ne l'arrête pas de soi-même. Ne jamais l'arrêter. Voilà. Sauf si vraiment il y a des symptômes importants, à ce moment-là, on en parle au médecin, on demande autre chose, mais on n'arrête pas tout seul dans son coin parce que si on le prend depuis 3 jours, c'est pas grave. Sauf que peut-être c'était indispensable. Mais si on le prend depuis un certain temps, encore une fois, il y a des effets secondaires que la personne n'arrivera pas forcément à gérer seule, ne comprendra peut-être pas parce qu'elle ne sait pas que c'est lié aux médicaments. Et voilà. Ça peut être dangereux. Donc ça se fait très progressivement et à ce moment-là, il n'y a aucun souci et beaucoup moins d'effets secondaires en fait qu'avec les anxiolytiques. Quand il y a une anxiété, il vaut mieux prendre un antidépresseur sédatif qu'un anxiolytique qui a tous ces effets sur la mémoire, nuisant sur le cerveau. Sur le cerveau et tout. Les antidépresseurs peuvent même avoir, on a montré que certains antidépresseurs réparaient certaines structures du cerveau qui étaient un petit peu endommagées par la dépression. Donc ils peuvent avoir un effet positif. Voilà. Mais sinon, donc autre traitement, pour l'anxiété, les médecins aiment bien prescrire aussi des bêta-bloquants. Ah oui, c'est vrai. Alors effectivement, là, il n'y a pas les effets secondaires, notamment sur la vigilance, il n'y a pas de somnolence. Et c'est quelque chose que prennent beaucoup d'artistes, par exemple, avant d'entrer en scène, parce que ils ont toute leur vigilance, mais ça calme. En fait, le bêta-bloquant joue sur ce fameux système nerveux autonome qui commande tout le fonctionnement de notre corps, nos organes, qui fonctionnent sans qu'on aille y penser. Et donc, ça ralentit un petit peu ce rythme cardiaque qui a tendance à s'emballer et à nous générer tout un tas de... Mais c'est pas nocif de prendre... Non, la dose, si la dose est étudiée, non, pas du tout. Ça gomme les effets physiques du stress et tout. D'accord. Mais effectivement, c'est donné à une dose effectivement qui n'est pas la même que pour une personne qui aurait un problème cardiaque. Mais voilà, donc ça peut se prendre ponctuellement pour un événement. C'est à la limite la meilleure alternative chimique qu'on peut proposer pour l'anxiété. Bon, pour la dépression, c'est autre chose. Mais pour l'anxiété, c'est à mon sens. Après, il y a d'autres choses qu'on peut proposer pour l'anxiété. Vous avez, par exemple, en phytothérapie, vous avez la camomille, la passiflore, la valériane pour le sommeil, qui fonctionne bien quand même pour induire le sommeil. Vous avez en l'aromathérapie, moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup aussi. Donc, par exemple, l'huile essentielle de lavande ou d'oranger amer. Il y en a d'autres, mais je vais pas vous faire toute la liste. Bien sûr, tout le monde vous aura dit qu'il faut faire de la relaxation, du sport. La respiration. De la respiration. Très important de se recentrer. Oui, tout à fait. Mais vous faites 3 minutes de respiration ample et profonde en respirant vraiment par le ventre. Non seulement ça va vous faire
un massage des intestins, ça va faire bouger le diaphragme, ça va libérer l'énergie qui est un peu bloquée là. Et puis, ça va apaiser le système nerveux autonome. Donc, ça va vous apporter un bien-être. Donc, ça, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. Juste y penser. Et plus on le fait en y pensant, plus ça deviendra automatique. Plus ça deviendra un automatisme dans le quotidien, finalement. Ouais. Mais du coup, alors ça, c'est les traitements, on va dire, médicamenteux. Mais c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que c'est important quand même de se faire aider et de passer par d'autres. Oui. Ce qui marche très bien sur l'anxiété comme sur la dépression, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, ça a apparemment un bon résultat. C'est plus concret que les thérapies plus psychanalytiques. Alors, c'est quoi les thérapies Alors, comme le nom l'indique, c'est modifié. On est construit sur des connaissances qui parfois sont, ou des interprétations qu'on a intégrées de la vie, qui sont parfois fausses. Et là, ça reprogramme. Donc, oui, d'accord. Et par des exemples, bon, je suis pas spécialiste, donc je vais pas vous dire ce que c'est exactement. Des thérapies brèves. Il faudra inviter quelqu'un. Alors, plus ou moins bref, c'est plus bref, oui, parce que c'est concret. Par exemple, ça marche bien aussi sur des personnes qui vont avoir des phobies. Donc la personne va, le thérapeute va va amener la personne à affronter son problème, que ce soit une phobie ou autre chose. On a tous des peurs qui nous empêchent d'agir. C'est des thérapies qui aident à affronter nos peurs. Oui, ça passe pas par toute l'analyse de l'histoire, du passé, de machin. Non, peut-être qu'ils en parlent un peu. Encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas thérapeute, mais voilà. Donc toutes les psychothérapies peuvent aider le contact humain bienveillant de toute façon. D'accord. Donc finalement, c'est on va dire dans les traitements, il y a un équilibre entre le traitement médicamenteux adapté, une alimentation, on va dire le corps qu'on doit quand même Il faut bien l'alimenter, particulièrement quand on est stressé. Quand on est stressé, on consomme énormément de vitamines et d'oligo-éléments. Donc, quand vous êtes dans une période de stress, il faut vraiment penser à se supplémenter en vitamines et oligo-éléments. Magnésium, particulièrement le magnésium. Et quand il y a des troubles de l'humeur, magnésium et manganèse. Au niveau le calcium est important aussi. C'est un bon régulateur au niveau du système nerveux. Les vitamines B sont très importantes, toutes les vitamines, mais les vitamines B sont très importantes pour le bon fonctionnement du système nerveux, parce que pour produire un neurotransmetteur, il faut son précurseur, par exemple la tyrosine pour la dopamine, mais il faut aussi certaines vitamines B et par exemple du magnésium ou d'autres choses. Et j'ai une question justement c'est une question plus nutrition, le calcium. Donc justement, on dit que, il y a un peu un grand débat sur le fait de manger des laitages et le fait que finalement, aujourd'hui, on entend que finalement, c'est pas vraiment là-dedans qu'on va trouver le calcium. Alors du calcium, il y en a effectivement dans les laitages. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne le digèrent pas bien, donc c'est pas forcément un calcium qui est bien absorbé. Et pour les personnes qui digèrent franchement pas bien les laitages, en plus il y a une dégradation de la paroi intestinale qui fait qu'on absorbe plus bien tous les nutriments, comme j'en avais parlé tout à l'heure. Donc effectivement, moi c'est pas la ressource que je préconise, parce que beaucoup d'adultes ont une intolérance légère à forte au laitage et ne le savent pas toujours. Donc dans le doute, parce qu'on n'a plus les bonnes enzymes pour le digérer tout simplement. Donc dans le doute, du calcium, il y en a dans certaines eaux. Il y en a, manger des sardines avec les arêtes, par exemple. Vous aurez non seulement les oméga 3, les oméga 3 sont très indispensables pour les cellules nerveuses. Donc il faut soit en prendre en complément alimentaire dès qu'on fatigue, qu'on stresse, ou alors par exemple une cure de sardines macro. Mais avec les sardines, vous les mangez avec les arêtes qu'on a tendance à enlever, parce que comme ça vous avez non seulement vos oméga 3, mais en plus vous avez du calcium. D'accord. Très absorbable. Donc, voilà. Après, vous mangez des amandes, vous avez calcium et magnésium. Oui. De toute façon, de tous les oléagineux, les fruits à coque, je préconise beaucoup parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. C'est très nutritif, il y a des protéines de bonne qualité. Finalement, tous les aliments qui sont pas modifiés. De toute façon, oui, au moins on sait ce qu'on mange. Ouais. Voilà. Et puis dans ces cas-là, faire une cure de légumes crus ou mi-cuits pour avoir vraiment et de fruits bien sûr pour avoir un maximum de vitamines et bien absorbables. Et puis alors manger la viande le matin.
Parce que voilà, les protéines de la viande, notamment un peu de charcuterie ou des œufs ou des choses comme ça, du jambon, oui, ça va donner des acides aminés qui vont aider à la production de dopamine. Donc et puis franchement, vous verrez la différence entre manger des tartines pain beurre confiture qui vont vous plomber et manger un œuf ou du jambon, des choses assez légères. Vous verrez que vous tiendrez plus longtemps et vous aurez beaucoup plus la pêche. Plus d'énergie. Voilà. D'accord. Bon, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'on peut parler de personnalité à risque? Est-ce qu'il y a des personnalités à risque Alors, voilà, je sais pas. Hein, comme on a vu tout à l'heure, il y a effectivement une partie d'hérédité chez certaines personnes qui va s'exprimer ou pas. Mais en dehors de ça, il y a des personnalités, voilà. Quand tout fonctionne bien, on est en équilibre émotionnel. Mais quand on est un petit peu déséquilibré, on a vu au niveau des substances chimiques de notre cerveau, ça nous donne une personnalité un petit peu différente. Alors, il y a 3 grands types, on va dire, donc de personnalités en léger, alors plus ou moins déséquilibré. Attention, c'est léger. Et on peut tous passer de l'une à l'autre en fonction du moment. Et puis, il y a des personnes qui s'installent dans ce fonctionnement. Donc, il y a par exemple le type active, la personnalité active, ambitieuse, qui a besoin d'adrénaline en permanence pour rester motivée, donc qui est tout le temps à fond. Donc, cette personne a plutôt un risque cardiovasculaire. D'accord. Mais attention, il y a quand même le risque du burn-out. D'accord. Voilà, par épuisement. Sinon, alors on a 2 autres types qui, eux, sont plus à type, effectivement, à risque de dépression. C'est le type introverti, la personnalité qui cache ses tensions, qui cache sa souffrance, qui donne l'impression de gérer, d'aller bien, mais c'est pas le cas. Donc, effectivement, elle va somatiser, donc soit par des cancers, soit par une dépression. Et puis enfin, le dernier type, c'est le type hypersensible. Donc là, la personne va de toute façon se mettre en protection. Elle a besoin de vivre dans un environnement calme pour être efficace. Sinon, le risque est élevé de dépression. Elle n'a pas assez de ressources pour résister à la pression extérieure constitutionnellement. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça c'est les personnalités qui peuvent effectivement. Mais après, comme je vous dis, même la personne active oui, ça peut arriver. Mais là, c'est plus du domaine du burn-out par épuisement complet. Voilà. D'accord, donc on en a appris des choses. Alors moi je retiens que il y a quand même une chimie dans le cerveau qui à un moment se dégrade, où il y a un truc qui se passe et que c'est chimique, on peut passer par le traitement médicamenteux, mais il y a plein d'alternatives en accompagnement oui, on n'en a pas parlé, mais voilà. Il y a la musicothérapie, chanter, jouer d'un instrument, ça modifie la chimie du cerveau. Méditer, c'est prouvé désormais, aide à soigner la dépression, et en quelques semaines, je veux dire en 6 à 8 semaines, un méditant bien accompagné peut arriver à se sortir d'une dépression. Une petite méditation chaque jour, finalement, ça peut vraiment aider, quoi. Bon, voilà, on va finir là-dessus, finalement. Merci. Méditons là-dessus. Merci beaucoup, Maryse Mingus, d'être venue nous parler de la dépression, et j'espère qu'elle reviendra nous parler de nutrition, parce que, dis donc, ça se négocie. Et moi, je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à la semaine prochaine.